C'est de la SMR le truc. Hello, bien le bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous Bonsoir. entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, vous pouvez le dire sur le chat. Bienvenue dans ce nouveau live Hippocampe. Hello les amis. Salut Coralie, tu vas bien? Bonjour mon ami. Hello les amis. Ça fait tellement collègue. Bonjour mon ami, mais je veux pas le dire devant tout le monde. Laure, comment tu vas? Très bien, merci. Timon, ça va? Ça va. Super. Hélène? Ça va, voilà. Premier live. Ouais, premier live pour toi. Pour toi aussi Bertrand? Oui, tout à fait, ça va super, très content d'être là. Super. Et ben bienvenue dans ce live Hippocampe. Je sais que vous nous avez attendus dans France et de Navarre. Aujourd'hui, dimanche 28 mai, si je dis pas de bêtises, 18h, juste avant d'aller au bal musette. Un truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui sont dehors en train de boire des bières, faire des barbecues, tout ça. Bah nous, on est là, on fait un live Hippocampe. Alors, t'es surtout en train de me dire qu'il y a des gens qui préfèrent aller boire un verre plutôt que regarder Hippocampe. Non, mais en fait, ça me choque. Non, Là, là, les deux en même temps. En train de boire un verre. ouais, Nous, l'un on est n'empêche pas ici. l'autre. Voilà, sur Ah. ta terrasse, tu nous mets en fond là, tranquille. Ce qui est pas faux. Très Voilà. sympa. Ce qui est pas faux. Voilà. Alors, Hippocampe, qu'est-ce que c'est? Hippocampe. Interrogation surprise. Laure, c'est quoi Hippocampe? Ah, ça va. Je suis où en fait? C'est une secte. Ouais, C'est une on n'est pas loin parce que du coup, c'est la JAD qui fait l'Hippocampe. La JAD, c'est le groupe qui a été créé au sein de la JD, des jeunes adultes d'été1, qui a pour but de comprendre, accompagner et représenter les jeunes adultes. On est un groupe entre 16 et 30 ans pour les plus vieux. Nous, on est vers les 16, nous. Hein, Coralie. On est relativement jeunes. On a plein de projets, notamment Hippocampe, cette émission qui a pour but de parler de plein de sujets, débattre sur tout et n'importe quoi en rapport avec le diabète. Mais également... Ah, il y a une petite breaking news là. Petite... Nouveau projet. Ouais, l'officialisation du séjour jeunes adultes qui va avoir lieu cette année. Merci. Parce qu'on Merci voulait de me pas que féliciter. les colos s'arrêtent après 18 ans. Exactement. Vous connaissez les séjours jeunes adultes? Oui? Non? C'est Non. un petit oui. Ça, c'est quand même un petit oui. Je connais les séjours jeunes adultes, mais je ne les ai jamais faits, malheureusement. Ah, mais un jour. J'ai hâte de vieillir. Ça, c'est bien dit. Timon, tu connais? Oui, je connais un petit peu, oui, effectivement. Bon, bah, les séjours jeunes adultes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des séjours qui permettent aux personnes majeures, parce qu'à jusqu'à 17 ans, enfin, on peut faire les colos, les séjours SSR au sein de la JD jusqu'à 17 ans. Donc, passé cet âge-là, on n'a plus la possibilité de renouveler l'expérience AJD, ou du moins, on doit le faire en tant qu'anime ou en tant qu'encadrant dans les colos. Les séjours jeunes adultes ont pour but, justement, de... faire partir des jeunes adultes à partir de 18 ans. Là, ça se déroulerait sur une semaine, 15 jeunes à Gouville du 25 août au 2 septembre. On répète, du 25 août au 2 septembre. 26 août au 2 26 septembre. août, d'accord. Non, mais ils peuvent venir le 25 et prendre une tente devant. Hein. Ça, c'est Dernière semaine d'août. dernière Cinquième d'août. semaine d'août. Ouais, Voilà. c'est ça. Merci, Exactement. Bertrand. Merci pour cette précision, monsieur. Donc voilà, du coup, officiellement, je vous annonce que le séjour aura bien lieu cette année et que le post sera posté demain. Je ne sais pas si ça se dit, c'est très moche. Publié. Le post sera posté demain? Ouais, peut-être. Sera L'annonce mis sur officielle Voilà. Bon, sera vous demain. avez compris l'idée. Ce sera mis demain et vous pourrez du coup suivre le lien pour potentiellement vous inscrire. Donc, dans le process, vous aurez une petite série de questions, on vous contactera et on verra pour la suite. Et pour le séjour jeunes adultes d'ailleurs, j'ai fait 2 séjours jeunes adultes, parce qu'il y en avait avant, donc qui reviennent cette année à l'occasion notamment des 70 ans de la première colo AJD, du premier séjour AJD. Waouh. Donc c'était il y a 70 ans, la JD, c'est pas tout jeune, on a beaucoup d'expérience. Et ça a été créé dans le but d'accompagner le jeune et de l'alléger dans sa charge mentale. Quelle magnifique transition. Absolument. Ah, oh. Est-ce qu'on va parler de quoi aujourd'hui? Ben, de la charge mentale, justement. Ah. Hein. Mais avant de rentrer dans le sujet, on va peut-être demander à nos invités de se présenter, histoire de savoir qui on a autour de cette table. Est-ce que Qui t'es en train de dire êtes-vous? que je suis un mauvais présentateur? Ouais, bah Non, peux le dire. tu as demandé comment ils allaient, c'est déjà super. C'est vrai. C'est déjà super. C'est Ouais, vrai. c'est sympa. Bah, surtout à Bertrand et Hélène, parce que vous n'êtes jamais passés, vous deux. C'est vrai. On ne vous connaît pas. C'est Et- qu'ils sont en blanc et à droite. Exactement.
Exactement. Bon, on commence par Bertrand. Ben, écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Bertrand, je suis DT1 depuis 1 an et demi et donc j'ai 25 ans. Donc, j'ai découvert mon diabète en étant adulte totalement. Donc, j'ai pas connu toute cette période d'adolescence où la charge mentale est assez forte, mais il y a d'autres questions qui arrivent quand on est adulte et donc c'est l'occasion de pouvoir partager tout ça. Super intéressant que tu sois avec nous pour ce live parce que effectivement, avoir un diagnostic adulte, ça permet d'avoir une autre perspective sur le suivi. Tout à fait. Hélène? Moi, du coup, c'est Hélène. J'ai 20 ans tout fraîchement. Joyeux anniversaire. Merci. Et moi, je suis en première année de psychomotricité à Boulogne. Je suis diabétique depuis l'âge de mes 3 ans et demi. Oh, petit chou. Un bébé diabétique. Et puis voilà, donc moi, je suis passée par la phase adolescente. On pourra en parler aussi. Mais voilà, je suis très contente d'être ici pour ce premier live avec plein de personnes trop gentilles. Officiellement. Sophia Yacine. Alors, on va quand même regarder en disant ça. Oh, j'allais dire Sophia Yacine, justement. Tu penses pas à toi. Ok. Merci. Non, mais pas de souci. Je parle plus. Allez, honneur aux dames. Allez. Donc du coup, je m'appelle Laure, j'ai 16 ans, je suis en classe de première au lycée et je suis diabétique depuis que j'ai 3 ans. Donc pareil, j'étais un bébé diabétique. Et donc voilà, je suis à peine une jeune adulte, donc je suis en pleine transition justement. Et donc voilà, je vais pas avoir le même vécu que tout le monde. Et donc c'est trop cool. Je suis trop contente d'être là et de pouvoir grandir ici et qu'on puisse tous en discuter. Et c'est ton deuxième live. Oui, Vous avez fait un vrai. super premier live avec C'est nous. vrai. Et Eh ben, du coup, moi, c'est Timon. Je suis diabétique depuis que j'ai 9 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 22. Du coup, moi, j'ai connu la bascule de la vie sans le diabète, puis la vie avec le diabète. Alors, j'ai plus beaucoup de souvenirs aujourd'hui de ce qu'était la vie sans diabète. Pour moi, mon identité se rattache complètement à une vie en tant que diabétique, mais en même temps, il y a cette notion de bascule et aussi de l'évolution de la charge mentale dans l'autonomisation de ce qu'est le diabète lorsqu'on est enfant et soutenu par ses proches, sa famille, et lorsqu'on bascule dans l'autonomisation de manière plus poussée, avec déjà, ça va faire 4 ans que je suis parti de chez moi pour mes études, donc je commence à avoir un début d'expérience de ce que peut être une vie de jeune adulte avec le diabète, toute l'autonomie et la charge mentale que ça génère. tu fais une parfaite transition Toujours. pour le sujet. Parfait, merci de vous être présenté. On s'était dit qu'avant de partager nos expériences, on allait peut-être se redéfinir ce que c'était la charge mentale. Alors, selon le Petit Larousse, C'est du sérieux. c'est du sérieux, on a préparé notre émission et tout. Ça. Non, mais ouais. Donc on définit la charge mentale comme le poids psychologique que fait peser la gestion de tâches domestiques et éducatives, donc nous on va rajouter lié au diabète, engendrant une fatigue physique et surtout psychique. En fait, on se dit c'est un peu tout le brouhaha mental en fait que cause le diabète tout le temps, toutes les milliards de questions qu'on se doit de se poser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est omniprésent dans tous nos quotidiens et c'est vraiment un sujet qu'on partage. Et on voulait vous partager une étude pour vous montrer que c'est un vrai truc en fait la charge mentale dans le diabète et que c'est pas rien. Je remercie le docteur Emmanuel Sokol d'ailleurs qui nous a envoyé ces petites données. Alors attention, c'est l'instant science, c'est une étude de 2021 qui s'appelle Unraveling the Concept of Distress, Burnout and Depression in Type 1 Diabetes, a Scoping Review. Donc vous avez vu, c'est un truc scientifique et tout, hein, voilà. Ce que c'est écrit en anglais. Qui énonce en fait que chez des personnes DT1, le risque de dépression est 3 fois plus élevé que chez une personne normale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils discernent 2 catégories. Enfin, la charge mentale se manifeste sous plusieurs formes et eux, ils en discernent 2. Il y a d'abord le diabète distress, qui sont en fait toutes les émotions négatives ressenties par les personnes vivant avec un diabète. Et ça comprend le stress émotionnel, les défis émotionnels comportementaux que génère l'autogestion de la maladie. Donc c'est un peu
tous les sentiments négatifs qui viennent quand on voit nos glycémies, qu'on se sent pas bien, fatigué, c'est tous ces sentiments négatifs qui est à dissocier du diabétisme burn-out, où là c'est vraiment associé à la non-adhésion au traitement et il y a un sentiment d'épuisement moral qui est assez fort et ce sont des personnes qui ont plus de difficultés à se soigner correctement et à prendre soin de leur diabète. Donc moi je trouvais ça intéressant de dissocier ces différents niveaux de aidez-moi. Ouais. Granularité. Parce que c'est important de dire que ça peut arriver, mais ce sont des formes que peut prendre la charge mentale, mais c'est pas automatique, c'est pas un passage obligé. Mais voilà, il faut quand même en parler et on est là aussi aujourd'hui pour ça. Et donc, cette charge mentale peut prendre différentes formes. Et avant, peut-être, d'en arriver à ces formes-là, c'est important qu'on en parle aujourd'hui, tout simplement. Mais on se disait que c'était aussi très important de montrer une étude pour vous dire que c'est un vrai truc et que c'est normal de se sentir parfois assez relou, de penser sans arrêt, avoir des milliards de questions en tête. Et je pense que c'est quand même important de rappeler sur l'étude que tu évoques, que c'est un risque, c'est pas un passage obligé, qu'on est tous différents, qu'on a tous un rapport différent lié à cette charge mentale, parce que la problématique de notre maladie, c'est que c'est une maladie invisible et que la charge mentale est dure à gérer. On est tous différents. Certains peuvent passer par là. Effectivement, l'étude dit qu'on a un risque qui est quand même 3 fois plus élevé, mais c'est pas une obligation. Vous n'allez pas forcément passer par là. En tout cas, pour les personnes qui nous regardent. Carrément. Oui, c'était pas pour plomber l'ambiance aussi. Ouais. C'est important aussi de dire que quand on passe par là, on est tous là, on s'en sort. Les gens qui passent par cette étape-là s'en sortent, mais voilà, ça peut arriver, mais c'est ce qui va faire aussi notre force. Mais on va en parler après. Et la première question, c'est vous, qu'est-ce que vous entendez par ce mot charge mentale? Qu'est-ce que vous incluez en fait là-dedans? Littéralement, le mot charge, ça va être vraiment comme un poids que tu vas ressentir et qui va te freiner dans tes mouvements et qui va te suivre en permanence et te forcer à t'adapter avec. Et ça te pompe un peu de l'énergie aussi, et d'énergie que tu aurais peut-être préféré investir dans d'autres choses, dans ton travail, dans tes relations avec tes amis, ta famille. Et tu es obligé de la consacrer à porter cette charge en permanence, en fait. Carrément. Moi, j'aime bien l'idée de bruit aussi. Une sorte de bruit dans la tête, un bruit de fond, quelque chose qui est tout le temps présent, toute la journée, même des fois la nuit. Et du coup, t'arrives pas toujours à t'en détacher. Et t'es même fier de toi quand t'as réussi à pas y penser, à dire « Ah là, c'était un super moment », notamment parce que j'ai pas pensé à mon diabète, tu vois. Ouais. J'avoue la fierté de dire oh, « J'y ai pas pensé ». Genre, ouais. Tout allait bien. Ouais. Ouais. Moi, j'avais l'idée, j'ai l'image du sac à dos. Je pense qu'on l'a beaucoup, cette image-là, du sac à dos avec plein de petites choses derrière nous à porter au quotidien. Et qu'en fait, le sac à dos, il est toujours là avec nous. On a toujours notre petit poids et faut savoir comment le porter. Des fois, c'est un peu plus difficile. Des fois, on dit en fait, j'ai mon sac à dos, mais tout va bien, quoi. Voilà. Très belle image. Je le vois comme un peu de la suranalyse H24, c'est-à-dire qu'il faut être capable de tout le temps tout anticiper, tout le temps tout prévoir, et du coup d'être dans une espèce de piège où on est beaucoup moins perméable à la spontanéité, à la légèreté. Il faut tout le temps prévoir temps de resucrage au cas où il y ait une hypo, prévoir un schéma de remplacement si jamais on a un problème de pompe. Il faut tout le temps être chargé aussi bien physiquement en emportant toujours du matériel avec soi, ou même mentalement de se dire si jamais il y a un problème, il faut que je sois capable de rebondir sur ça en faisant telle ou telle manière. Donc c'est être un peu dans tout le temps de la réflexion, tout le temps de l'analyse et de la survigilance. Du coup c'est comment dire, cette espèce de poids, de bruit sourd, justement. J'aimais bien ces deux comparaisons-là qui traînent et qui en fait et pas toujours perceptible, mais de manière trop prononcée, mais qui reste là et qui s'accroche dans le temps. Cette petite douleur qui finalement, en tout cas physique, elle peut être là pendant un temps, mais moralement te fait mal à un certain moment et tu as l'impression dans ton inconscient que cette douleur grandit, c'est juste qu'elle dure dans le temps et que c'est dur à gérer finalement. C'est ça.
Ok. Et il y a des moments dans la vie où justement cette charge mentale, en gros, il y a une corrélation entre le fait que la charge mentale soit plus ou moins élevée et certains moments de ta vie. C'est-à-dire que, je sais pas, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, ah, je sais que là, la charge mentale, elle va être compliquée, ou c'est plus ou moins aléatoire En fait, ça va dépendre. Je pense qu'il y a des moments... Enfin, pour moi, le poids de la charge mentale va toujours être dans une espèce d'oscillation. C'est jamais quelque chose de linéaire. En tout cas, là, je vais parler dans mon point de vue. Ce que je vais dire n'est pas à prendre comme une généralité, heureusement d'ailleurs. Pour moi, c'est toujours des moments où il va y avoir des phases... croissante ou montante plutôt, où la charge mentale va être moins présente, où je vais me sentir plus à l'aise, plus en phase avec mon diabète, où ça va être beaucoup moins compliqué de lier à la fois le quotidien et la gestion de la maladie, et des moments où ça va être complètement déséquilibré dans cet entre-deux, c'est-à-dire que la charge mentale va prendre trop de poids et du coup va complètement mettre en retrait le reste de mes occupations, ou même parfois c'est des occupations que je choisis de prioriser par rapport à la gestion du diabète. Et dans ce cas, c'est très intéressant puisque c'est une configuration où je choisis de laisser le diabète un peu en retrait pour justement vivre tel que j'ai envie de le faire de manière plus légère, plus spontanée. Mais du coup, la charge mentale là peut paraître certes moins présente, mais là c'est de l'apparence, puisqu'en fait il y a cette espèce de culpabilité sous-jacente qui en fait est très ouais, elle rattrape vite. Tu sais qu'elle est là et qu'elle te dit coucou. Voilà, Je c'est vais faire ça. le fou, je me scanne pas et tout, et après tu reviens 3 grammes. Ok. Bon, Tu dis- En fait, de performance. voilà, c'est ça. Bah, ça aussi, c'est le Ça, problème. c'est une charge mentale. Ça, c'est une charge mentale. Mais le corps médical, il veut qu'on soit performant. nous, Et même nous, s'impose même ça. nous, Ouais, Même ouais. nous, ouais, tu te On l'imposes à s'impose, et toi-même. même de la société de manière générale, on doit être bon, on doit être Et- productif. Et avec notre diabète, on a un peu aussi des fois cette relation-là d'hyper-contrôle. Et quand on est dans l'hyper-contrôle, là, la charge, elle est super forte. Et ça s'est peut-être accentué, notamment avec les capteurs de glycémie en contrôle continu. Où Oui, totalement. On va toujours être dans la cible, etc. Et dans la gestion du diabète, c'est peut-être un plus, mais dans la charge mentale, je suis pas sûr. Bah, carrément. Il y a des Enfin, des ça pour et des dépend- contre, ça quoi. dépend- ouais, c'est ça. Ça dépend pour qui. Après, tout, on le répète, hein, le traitement dépend vraiment de la personne. Il n'y a pas de traitement parfait, mais il est vrai que lorsqu'on est dans une situation d'over-control, la charge mentale peut être dure à gérer. Et... Ouais, c'est vrai que vous, les filles, vous avez été diagnostiquées, toi aussi, Timon. Petite, on faisait un dextro, un moment le matin, peut-être à 10h, et après à midi. Et du coup, on n'avait aucune idée des variations. Et presque, il y avait un peu un souffle, quoi. Enfin, moi, quand j'étais ado, il n'y avait pas encore trop les capteurs. Et je me dis, qu'est-ce qui est le mieux pour le corps ? Enfin, je pense que c'est quand même d'avoir une meilleure glycémie. Mais cette soupape mentale de ne pas savoir, finalement... on se laissait un peu respirer, mais évidemment, c'est pas du tout une solution à long terme. Mais c'est vrai que ça vient avec beaucoup de charge mentale. Et je rebondis sur ce que tu disais, d'avoir des impressions d'oscillation. J'ai l'impression que de base, on a notre sac à dos. Donc de base, il y a toujours un truc auquel penser, et la petite lumière rouge de la glycémie. Et quand on va vivre des trucs spéciaux, des nouveaux trucs ou même une situation un peu stressante, bah là se rajoutent 20 questions et du coup le sac il est un peu plus lourd. Et on a passé le truc, hop, on remet les poids sur le côté, mais le sac il est toujours là parce que le sac c'est le diabète, quoi. Moi je le ressens aussi comme ça, de oscillation, mais sur une base de charge qui est tout de même plus élevée que la normale, disons. Oui, en fait, c'est ça. En fait, moi, j'ai pas tellement l'impression que la charge que j'ai varie avec le temps, mais c'est plutôt moi, mes capacités à la porter. Par exemple, si j'ai une période très très stressante où je vais avoir une charge mentale énorme par rapport aux études, par rapport à tout et n'importe quoi, là, le diabète, en fait, la charge va être tellement élevée que je vais moi-même automatiquement essayer de mettre certaines choses sur le côté. Je vais avoir tendance à mettre mon diabète entre parenthèses. Et quand, par exemple, pour une période d'examen, quand les examens sont une fois passés, là, la charge diminue et donc le diabète reprend le dessus. Et là, en fait, au moment où tu étais censé reprendre ton souffle et te reposer enfin de cette période stressante, et là, tu as le diabète qui fait « Hello, tu m'as oublié ?» Et non, voilà. C'est vrai.
carrément. Du coup, on se sent un peu différent des autres dans ces moments-là où les autres décompressent totalement et toi, en fait, tu dois un peu réparer les dégâts que tu viens de faire. Donc comme, je sais pas vous, mais en fin de soirée, genre quand tu vois tous tes potes qui s'endorment tranquillement et que toi, t'es en train avec ta briquette. C'est ce moment où tout le monde relâche et toi, tu ne peux pas. C'est dur aussi, hein. Ouais. Ouais, totalement. Et puis, c'est ce que tu disais, c'est que ça s'accumule à d'autres charges mentales aussi. C'est que, en C'est fait, avec le diabète à tout le gérer. monde a une charge mentale. Et en fait, toi, tu as une petite brique, on va dire, qui est... C'est Voilà, le petit c'est ça. plus qui est toujours Dans là. ton sac de... bien sur le côté. Ton sac de charge mentale, il est toujours plein. Il y a toujours ce diabète qui est là. Et c'est vrai que quand il y a trop de choses à penser, et ça s'ajoute. Et ça peut être aussi un peu le truc qui peut te faire basculer. Se dire là, je gère. Puis d'un coup, non, là, le diabète, il veut pas rentrer dans la cible ou juste t'en as marre. Et donc là, ça peut t'amener à vraiment une fatigue émotionnelle et en fait une fatigue physique du coup où tu es moins disponible pour les autres, tu es moins disponible pour toi-même. Et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à gérer et peut-être accepter aussi. Se dire là, je suis fatigué et c'est normal. Peut-être se dire, rappeler que c'est normal des fois d'être juste fatigué de son diabète, juste fatigué de ses émotions. Et qu'on a tous une énergie émotionnelle à un stock, et que des fois il est vide, et que ça arrive, quoi. C'est justement ce que dit Manleb sur le chat. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le chat pour nous poser vos questions ou pour ajouter des arguments. Elle nous regarde depuis la plage. Elle nous regarde depuis la plage. Exactement. C'est Manleb qui nous regarde depuis la plage et qui nous dit ça peut être aussi salvateur de ne pas vérifier tout le temps sa glycémie et d'apprendre à écouter et à s'écouter. Et si le corps dit rien, c'est que tout va bien. Il y a quand même effectivement, il y a quand même certaines alertes à mettre en place, mais lâcher du lest par moment, ça peut faire du bien, moralement. C'est bénéfique, carrément. Moralement. Et J'ai prise comme le premier live. Voilà, tout à fait. Disponible sur YouTube. Mais du coup, vous disiez que dans charge mentale, vous incluez l'anticipation, toutes ces questions liées au diabète. Est-ce qu'il y a et la performance aussi, le fait de vouloir être performant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous polluent l'esprit en fait vis-à-vis du diabète et donc qui est un poids? La pédagogie. La pédagogie. Eh oui, la pédagogie. Alors, je m'explique. En fait, pédagogue. Soyons pédagogues, justement. Non, en fait, ce que j'entends dans le terme de pédagogie, c'est le fait que, effectivement, le DT1, c'est une maladie qui est invisible. Et il y a beaucoup de méconnaissances et d'idées reçues à ce sujet. Déjà, ne serait-ce que la confusion avec le diabète de type 2. Donc, la pédagogie, c'est de prendre toujours ce temps dans nos quotidiens pour pouvoir expliquer aux personnes en fait, le diabète, c'est pas ce que tu penses, c'est plus complexe que ça. Oui, je peux manger du sucre avec le diabète. Oui, je peux faire tout un tas d'activités et non, je vais pas me faire amputer obligatoirement de ça. Non, j'ai pas forcément le même diabète que tes grands-parents. Et en fait, c'est expliquer toutes ces nuances. Ça peut paraître anodin, c'est juste que en fait, c'est très répétitif au quotidien. C'est même encore plus pesant quand on se retrouve face à des personnes dans le corps médical qui sont justement dans ces méconnaissances-là, à tort ou à raison. Ça peut être tout simplement des personnes qui n'ont pas eu les formations adaptées, ça peut être le fait que... il ne faut pas non plus accabler le corps médical, parce que c'est quand même apprendre énormément de connaissances sur tout un tas de pathologies et être capable de pouvoir diagnostiquer du mieux possible. Et ça reste des êtres humains qui ont leurs limites. Mais effectivement, sur le diabète, encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des méconnaissances et c'est parfois encore plus lourd de devoir faire de la pédagogie auprès de personnel médical pour expliquer qu'en fait, avec le diabète, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut imaginer. C'est cette répétition au quotidien, que ce soit avec des proches, des amis, que ce soit avec, par exemple, dans un cadre professionnel, un cadre scolaire et tout. C'est cette répétition, cette accumulation qui est très pesante en fait. De se dire que c'est pas que de la performance, qu'il y a tout un environnement à prendre en compte. Il faut être bien dans sa tête et dans ses courbes. Et le fait de se poser la question aussi de est-ce que je dis ou est-ce que je dis pas.
De savoir Oui, comment le dire, Ouais. t'adapter à la personne et de dire bon bah là ok je suis en hypo, je suis à 0,50, la personne elle est là en train de demander c'est quoi le diabète, t'as envie de dire laisse-moi me reposer, 2 minutes et puis après je t'explique, puis il est là, il te repose des questions. T'as pas du sucre Donne-moi une Mais t'es compote diabétique, et... tu peux pas. Ah oui, C'est- c'est vrai. Alors si, donne-moi une compote et... Kinder, au distributeur, t'es raison. diabétique. Non, mais c'est ça. Et du coup, si on choisit de le dire, il y a d'autres questions qui arrivent. Et si on choisit de ne pas le dire, il y a aussi d'autres questions. Donc, dans tous les cas, il y a toujours la charge. Et puis t'as les questions bienveillantes et t'as les questions qui sont vraiment des gens qui sont pas du tout connaisseurs mais qui ne veulent rien savoir. Pour eux c'est diabète, sucre, tu es gros, c'est tout. C'est vraiment le résumé pour certaines personnes. Une Et... hygiène de vie catastrophique. Et c'est vrai que bah, tu vois, sur la charge mentale, elle vient de là aussi. C'est quand tu rencontres de nouvelles personnes ou quand tu fais de nouvelles expériences sociales, on va dire. C'est-à-dire que d'un coup, ta différence peut vraiment venir faire une différence avec eux. Et là aussi, c'est là où aussi il y a une charge mentale. C'est-à-dire, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur explique, est-ce que je m'en moque et je fais ma vie et puis, bah, du coup, pour moi, ça reboucle sur le regard des autres. C'est de se sentir différent, en fait, sur beaucoup de choses. Et ça, c'est une vraie charge. Le regard des autres, on le vit tous. Et quand tu as une maladie comme le diabète, bah, ça s'ajoute à nouveau. C'est encore un peu plus fort parfois. Puis c'est hyper personnel. Enfin, quand tu parles de ça à des gens que tu connais pas forcément, c'est des fois tu sais pas trop comment le dire et tu es obligé de délivrer un peu une partie de toi, enfin de ton intimité. Ouais, c'est ça. Et des fois c'est pas facile à faire et c'est un lâcher prise aussi. Je trouve que encore expliquer le diabète très rapidement en faisant quelques blagues ou juste pour que les personnes connaissent les principes, ça va, c'est très répétitif, ça demande de l'énergie, mais ça va. Mais de trouver des personnes avec qui tu peux vraiment te poser et parler de comment toi tu vis le diabète, bah là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et ça arrive, les occasions elles n'arrivent pas souvent et t'as pas toujours la force ni l'envie d'en parler et pourtant ça peut faire du bien d'avoir des personnes autour de soi qui sachent un peu ce que tu dis, enfin ce que tu vis et pour que tu te sentes pas toujours comme si tu étais en train de te plaindre de ce qui se passe parce que forcément, en fait, vu que la charge est énorme et vu que c'est en permanence, bah, si on a souvent envie d'en parler, moi j'ai souvent l'impression de me plaindre et si les personnes n'ont pas vraiment conscience de ce que tu es en train de vivre, oui, elles vont avoir l'impression que tu te plains un peu pour rien, elles vont se dire « Oh, mais c'est bon, on prend du sucre. Bah, c'est l'inconvénient d'avoir une... Enfin, l'inconvénient, non, on a de la chance, mais je veux dire, on a une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, justement, cette charge mentale n'est pas quantifiable dans le réel, il n'y a pas d'incidence, c'est pas une hypoglycémie, c'est pas une hyperglycémie, et c'est justement là la difficulté, c'est que... oui, il y a le traitement d'une part, mais il y a également la charge mentale à gérer, et tout le monde ne le comprend pas, parce que tout le monde ne le voit pas. C'est invisible. C'est aussi une Mmh. difficulté qu'on Bah, doit vivre avec, c'est qu'on a la chance que ça ne se voit pas. Ouais. Donc tu peux être totalement dans l'anonymat, mais quand ça va mal et que tu as envie de partager, des fois c'est dur de trouver des gens qui acceptent que oui, ça ne se voit pas, mais pourtant c'est là. Mais du coup, on est toujours à moitié. En fait, on peut faire, mais c'est plus compliqué. Enfin, en fait, on est toujours entre deux feux. Enfin, oui, je suis normale, mais je suis quand même fatiguée. Oui, je peux faire ça, mais à quelles conditions? Enfin, on attend. C'est ça, et c'est ce que Laure, tu disais hors caméra, qu'on a les mêmes exigences envers nous. On attend les mêmes. On a les mêmes attentes, quoi. Exactement. En fait, moi, j'ai envie d'être comme tout le monde, d'avoir les passions que je veux, d'avoir des amis, de faire réussir dans les études comme je veux, de faire vraiment des choses que j'aime. Mais donc, du coup, j'ai envie de faire ça comme tout le monde, avec mes exigences à moi. Mais sauf qu'il y a le diabète derrière, et moi-même, c'est pas réellement du déni, mais en fait, j'ai juste envie de me dire c'est bon, t'es capable de le gérer, c'est ton diabète, tu l'as depuis toujours. Enfin. T'es capable d'être comme tout le monde. Et justement, c'est ce qu'on dit souvent, bah, on est capable de faire les mêmes choses que tout le monde. Mais on en est capable, mais ouais, c'est ça. Mais à quel prix? Ça demande toujours un peu plus d'efforts. C'est ça. Bah, je dirais pas plus d'efforts, mais peut-être plus d'anticipation et d'organisation. Ouais, ça, et puis peut-être de temps. Accepter des fois que ça prenne du temps. Je me dis de dire, ok, j'ai envie de faire tel projet. Bah, certains, ils vont partir tête baissée et ils vont y aller. Et nous, on doit se dire, ok, qu'est-ce que je mets en place pour pas me mettre en danger? Et aussi se dire avoir confiance, assez confiance pour le faire. Ça, il y a toute une confiance à construire autour de sa maladie, sur son traitement, sur ses hypos, sur
juste en parler aussi. Il faut avoir assez confiance, tu vois, sur tes capacités à en parler pour aller voir les gens, dire je suis diabétique et ça se passe bien, mais voilà ce qui peut se passer et voilà comment ça fonctionne. Donc, je trouve que c'est tout un... C'est un peu, on peut faire exactement les mêmes choses, mais des fois ça demande un peu plus de temps et un peu plus de confiance en tes capacités autour du diabète. C'est exactement ce que dit aussi Cam CN, je te salue, qui dit je trouve que ça peut être même entraîner de la jalousie, genre dans une situation qui est la même, tu galères et la personne en face c'est easy, tranquille, rapide. Surtout si la situation est déjà stressante et compliquée et la personne en face comprend pas forcément ce que tu veux, ce que tu vis, c'est frustrant. C'est vrai. Tu te sens pas comprise totalement et c'est bien résumé. J'avoue. Je me souviens une fois à un festival de musique, tout le monde était en train de danser, vivre sa meilleure vie et tout. Et moi, je regarde tous dans ma tête, j'avais toujours je suis en train de baisser, je suis en train de chuter, je vais être en hypo, etc. Et du coup, j'avoue le truc de jalousie en mode, mais moi aussi, je voudrais juste danser, kiffer. Et genre, y a ce truc de, moi, dans ma tête, je suis en train de danser, mais j'ai peur de la minute qui va suivre, quoi. C'est carrément ça. Et en plus, vu que les autres personnes n'en ont pas forcément conscience, le fait, même les moments où tu arrives à gérer ton diabète, en fait, ce ne sera pas valorisé. Et tu vois, ce ne sera pas écrit. Alors, à ce moment-là, ça a été une personne absolument normale. Ça s'est absolument pas remarqué que tu étais diabétique. Mais je l'étais quand même. Et je devais quand même y penser. Et ça se trouve, j'étais quand même en hypo. Mais ça ne s'est pas vu. Et donc, ça ne s'est pas vu. On agit comme les autres. Mais ouais, c'est à quel prix, en fait. Donc, au final, en fait, on donne beaucoup plus d'énergie à juste faire ce qu'une personne lambda pourrait faire. C'est vrai, carrément. J'avais aussi ce sentiment parfois de vivre pas tout le temps, mais à demi, en fait. C'est-à-dire que, je suis là, mais du coup, je pense à ma gly, est-ce que je suis en train d'être en hypo ? Et d'un coup, à un bon moment, peut basculer il faut vite que je rentre chez moi parce que j'ai pas beaucoup de sucre et il faut vite que je sois en sécurité chez moi. Ou alors, je suis en hyper, putain, j'ai trop soif et machin. Donc, il y a toujours ce truc où je suis là, mais je suis pas là. Et comme tu dis, c'est hyper... c'est rare d'être bien et de vivre pleinement le truc. Et quand ça arrive, on est juste on fire, quoi. Mais il faut trouver quelqu'un qui partage notre joie. Donc, on est ravis d'être ensemble. Effectivement. Il y a ça, et puis tu disais, tu as envie d'être chez toi. Il y a ce côté aussi où ça peut créer de l'isolement, je trouve. Oui, t'as raison. Et ça, c'est vraiment un truc où ça demande beaucoup d'énergie de se dire, ok, je me sens pas capable, mais il faut quand même que je le fasse. Parce que si je fais rien, je vais m'isoler et on va tomber dans le burn-out ou dans une forme de dépression. Et donc, ça va être pire, en fait. Parce que socialement, tu vas être moins satisfait, tu vas faire moins de trucs qui te font plaisir. Et donc, c'est un effet boule de neige qui peut être vraiment dangereux. C'est vrai. Et ça, je pense que ça nous est tous arrivé de dire non, vas-y, j'ai pas envie. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas envie, en fait. C'est juste parce qu'on sait que ça va être galère. On a peur, totalement. On a peur, on se dit, mais là, comment on va faire ? Et en fait, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en discuter sur les réseaux sociaux, de pouvoir aussi dire, ok, j'achète un grosse bouteille d'Oasis, puis normalement, c'est bon. Hein. Mais voilà, d'anticiper, puis faire un peu des extrêmes, dire, bon, je me mets à 300, et puis j'essaye. Puis la prochaine fois, j'essayerai à 240, puis après à 200, et puis de faire petit à petit. On n'est pas obligé d'être parfait aussi dès le début. C'est vrai, tu as raison de le préciser, carrément. Et d'ailleurs, tu parlais des situations, donc tu disais quand il y a de la nouveauté, des nouvelles situations, est-ce qu'il y a d'autres moments de vie où vous ressentez la charge mentale un peu plus présente ? Ça peut être des trucs vraiment concrets. Ouais, hein, ça peut être... genre, Tout ce qui est en général les événements nouveaux, que ce soit le passage entre par exemple l'adolescence, la vie adulte, quand tu vas vivre tout seul, même quand tu passes de ton diabéto enfant, pédia à adulte, tout ce qui est changement, ou même quand tu passes d'un rythme scolaire à vacances, tous les changements en général, c'est source de charge mentale, quoi. En fait, c'est quand tu sors de ta routine. Ouais. Dès que tu dois casser dans une la routine, ouais, et même dans ta routine, même la routine parfois. Ah, mais c'est vrai que dans ta routine, ça peut être dur. Et je trouve que quand tu dois être, quand tu dois être performant, un examen, une réunion, une présentation, et là tu dis, faut pas que ça se passe mal, faut pas que ça se passe mal, faut pas que ça se passe mal. Et des fois, en fait, parce que tu es stressé, ça va mal se passer. Alors que si tu étais cool, ça se passerait mieux. Et ça, c'est un truc pareil, je pense qu'il faut en être conscient. Et pour moi, ça boucle vraiment sur la confiance en se disant je sais faire.
ça va bien se passer. Mais c'est vraiment un truc à travailler et à lâcher prise. C'est-à-dire, ok, vas-y, on essaye, au pire, je fais une hypo. Bon, tant pis. Ouais, je trouve que c'est dans les moments attendus qu'on a préparés. Ça peut être, moi par exemple, je fais de la danse, donc les galas de danse, un examen ou juste même des moments où on a des grosses responsabilités, qu'on s'occupe de quelqu'un, une situation un peu stressante. Et ben en fait, là on se dit, mais j'ai pas le choix, je peux pas m'arrêter maintenant, je peux pas être en hypo maintenant, c'est pas possible. Et c'est horrible les moments où t'as préparé, tu t'es donné à fond, ça y est, t'arrives au moment important. Et là, tu as l'impression que ton corps te lâche et la frustration que ça fait. Et des moments où on ne contrôle pas, faut le dire, vraiment, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est tellement, tellement démoralisant. Et après, du coup, on a tellement moins envie de consacrer de l'énergie dans le diabète parce qu'on se dit toujours dans un coin de la tête, ouais, mais de toute façon, il peut quand même y avoir quelque chose que je ne contrôlerai pas et qui viendra casser tout ce que j'ai construit, en fait. Donc, c'est difficile de continuer de donner de l'énergie dedans quand on sait qu'il y a toujours un risque. Peut-être pour rebondir, ça me fait penser à... C'est comme si le diabète pouvait être un échec. C'est-à-dire que, je sais pas, tu fais ton gala, tu peux réussir ton gala, mais si tu n'as pas réussi à gérer ton diabète, pour toi, le gala, ça va être un échec. Et ça, c'est dur à vivre, des échecs en permanence, tu vois. On le prend comme un échec parce qu'on a vraiment cette mentalité franco-française. Plutôt que de prendre les données comme une expérience, de se dire, ah bah là, ça n'a pas très bien fonctionné, j'ai peut-être plutôt faire comme ça que comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à se construire. Et si on arrive en tout cas, moi, je sais que c'est ce qui m'a aidé. J'ai eu aussi des période de down niveau diabète, un peu comme tout le monde. Et j'ai plutôt pris l'expérience comme une expérience plus que comme une défaite. Carrément. Parce que lorsque tu dis, j'ai beau faire tout et n'importe quoi, ça fonctionne pas, là, tu t'en sors jamais, en fait. Mais oui, je comprends ce que tu dis. Tu apprends à mieux écouter ton corps aussi. Alors après, Alors, je pense qu'on a tous ce truc, quand tu dois gérer vraiment une maladie chronique comme ça au quotidien, tu t'apprends vraiment à mieux comprendre ton corps et à savoir comment il fonctionne. Et après, t'es beaucoup plus autonome rapidement, entre guillemets. Donc, ça te fait aussi... tu te sens fier quand tu arrives, tu te dis, ok, là, je suis en train de gérer un truc que normalement, mon corps doit gérer tout seul. C'est ouf, quoi. Carrément. Il y a aussi cet état d'esprit, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, cet état d'esprit de, il faut être efficace, peu importe la condition, parce qu'en fait, vu qu'on a une pathologie qui ne se voit pas, si elle n'a pas été exprimée verbalement auparavant, en fait, on va avoir les mêmes attendus les gens vont avoir les mêmes attendus de nous qu'une personne qui aurait aucune pathologie. Et du coup, on se retrouve coincé entre notre envie personnelle de pouvoir être le plus efficace possible tout en étant bien dans notre peau, mais en même temps avec cette pression supplémentaire qu'on nous impose en disant, et c'est ce que j'ai vu dans les commentaires, le tout dernier commentaire de Cam MCN qui dit quand on en parle, les gens parfois ne comprennent pas, c'est comme si on se plaignait d'un rhume, une petite plaie ou un truc comme ça. Oui, mais en fait, c'est pas que ça. C'est pas parce que c'est une hyper et où effectivement on a soif, on a envie de pisser que en fait c'est anodin pour autant. C'est pas parce que c'est pas le symptôme le plus expressif que c'est quelque chose d'anodin et que c'est confortable que tout roule pour autant. Donc c'est ça aussi que je trouve important de remettre en question aussi, c'est-à-dire qu'on attend de nous d'être performants, on se l'impose aussi, mais je pense que c'est important déjà de questionner ses propres limites, non pas de voir ça comme une faiblesse, mais justement c'est ce que tu disais, c'est ce qui a été dit même de manière globale, que en fait par cette maladie, on peut faire beaucoup de choses, mais on va avoir des limites, sinon on met notre propre santé en danger et il n'y a pas cette envie, en tout cas j'ai l'impression, il n'y a pas une envie d'autodestruction. On a une envie d'avancer. Oui, exactement. T'as envie d'autodestruction. Exactement. Une envie de s'autodétruire. Nous, non. Exactement. On maintient. C'est ça, on lâche rien. On est là. Mais exactement. Mais voilà, c'est trouver
ses propres limites, de ne pas voir ça comme une défaite, mais comme tu dis, Yacine, de le voir comme quelque chose qui va nous permettre d'avancer et d'être plus à même de mieux se connaître et de mieux supporter aussi cette charge mentale. En connaissant ses limites, on va se poser plus vite, par exemple, dans une situation où on sent que là, ça ne va pas très bien, et on laisse d'une certaine manière passer la priorité au diabète, parfois parce que c'est nécessaire, juste si on ne veut pas se mettre en danger. Je pense par exemple à des examens que j'ai eus dernièrement pour ma formation. J'ai préféré mettre un tout petit peu de côté mes examens pour favoriser la prise en charge du diabète, parce que je savais que là, c'était un moment où j'en avais besoin physiquement et moralement aussi, parce que j'arrivais à un point où j'étais épuisé en fait d'être malmené comme ça par des grandes variations glycémiques. J'avais besoin de reprendre en main le diabète, pas dans une espèce de psycho-rigueur de la performance, mais parce qu'en fait, juste là, je sentais que mon corps en pouvait plus. Voilà, en gros, c'était l'instant anecdote. Mais c'est intéressant parce que dans ce côté charge mentale, il y a les questions engendrées par la gestion du diabète. Donc tu disais, tu passes un examen, pour prendre peut-être un cas concret, nous, en termes de questions, un élève lambda, même si tout le monde est unique, peut se dire, bon, est-ce que j'ai bien ma salle d'examen, l'heure c'est bon, j'ai toutes mes affaires. Et VS, une personne diabétique, je me dis, il doit avoir 15 000 autres questions. Est-ce que je peux prendre mon sucre? Est-ce que je peux prendre mon appareil? Enfin, vous êtes encore dedans. Quelle autre question? Enfin, vraiment pour dire concrètement, là, par exemple, les examens, quelles sont toutes les questions qu'on se pose VS quelqu'un qui a juste le stress de passer l'examen? Est-ce que l'administration a bien fait son travail? Est-ce qu'on ne va pas avoir d'emmerde en se pointant? Parce que ça arrive plein de fois, ça, de se pointer à une session d'examen. Et en fait, il y a eu un cafouillage parce que l'administration a mal fait le lien, ou alors ça peut être au lycée ou au collège, tout ce qui est les médecins scolaires et tout, ou même à la fac aussi, et de se retrouver devant la salle d'examen, et on nous dit non, en fait c'est pas possible, donc on se retrouve pénalisé malgré nous, alors qu'on n'y est pour rien, donc c'est vraiment la double peine. Et c'est pas possible d'avoir de pouvoir accéder aux examens, parce que à cause de ce cafouillage administratif, parce que c'est pas exactement le bon papier ou quoi, on n'a pas le droit d'accéder aux examens. Donc c'est la double peine de ne pas pouvoir accéder aux examens, peine d'avoir ça à cause de la maladie. Donc, peut-être pour rappeler juste, dans tes examens, en tout cas dans les études supérieures, tu as le droit à un tiers-temps conditionnel, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est-à-dire que tu as du temps que tu peux déclencher, entre guillemets, si tu as besoin de prendre ton traitement, ton resucrage. Et donc, dans la salle d'examen, tu as le droit d'avoir avec toi une boisson, si tu es sous stylo, tes appareils, etc. Et ça, c'est un médecin, souvent qui est soit lié à ton académie ou à ton université ou ton établissement d'études supérieures, qui te fait un papier et qui te permet d'avoir ces autorisations-là. Et parfois, c'est plus ou moins aussi compliqué de trouver la bonne personne. Et comme tu disais, en fait, souvent, soit c'est automatisé, c'est-à-dire que tu es dans une liste et du coup, tu es dans une salle différente. Tu peux être aussi dans la même salle que les autres, mais à une place spécifique. Moi, c'est ce que j'ai eu dans mes études. Globalement, je n'avais jamais ma propre salle, mais en gros, toutes les personnes qui avaient un tiers-temps, ils étaient à cet endroit de la salle. Voilà. Et c'est vrai que des fois, tu tombes face à des personnes qui sont chargées de la surveillance, qui savent pas trop est-ce que c'est quoi un tiers-temps conditionnel, parce que voilà, et puis est-ce que c'est un téléphone, pas de boisson, non mais et du coup là on retombe dans la pédagogie. Voilà, et donc on retombe dans la pédagogie, et aussi dans essayer d'avoir une personne humaine face à toi, parce que malheureusement aujourd'hui ils ont tellement peur de la triche que c'est des fois trop strict, quoi. Tu te dis mais j'ai pas le droit d'une bouteille d'eau avec l'étiquette.
c'est Et bon. c'est pour ça que tu fais bien de rappeler ce tiers-temps qui est, j'en avais pas conscience et je l'ai eu que dans les études sup, alors que j'aurais bien aimé l'avoir, par exemple, au concours d'entrée aux écoles, parce que je l'ai pas pris et ça m'a coûté, ça m'a coûté. Et je trouve que là, en prenant ce tiers-temps, on s'enlève déjà les questions quelques questions supplémentaires liées au diabète. Est-ce que je peux avoir mon resucrage ? Oui. Est-ce que je peux avoir mes appareils ? Oui. Est-ce que les gens sont au courant ? Normalement, oui, sauf bug de l'administration. Ils Si. savent pas quelle est ta maladie, par Oui, contre. voilà. Bon. Ils savent que tu as le droit de déclencher du temps supplémentaire et du coup, tu te dis, et si je fais une hypo, qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu as ton petit jus qui est là, tu le prends, tu fais une pause. Donc déjà, c'est un moyen concret de mettre en place des choses pour s'enlever un petit peu ce poids, même si ça reste stressant, quoi. Mais c'était, je me dis, important de prendre un cas concret pour bien montrer tout ce qui se passe dans nos têtes, quoi, par rapport aux examens. Ça, c'est le moment de l'examen, tu parlais, mais il y a aussi avant l'examen. Parce qu'avant l'examen, alors selon ce que le stress provoque en toi, mais tu peux très mal dormir. Tu peux très mal dormir, sans parler de l'hyper ou l'hypo associé à ce manque de sommeil. Tout étudiant est en carence de sommeil lors de sa période d'examen. Et du coup, il y a aussi la veille, se dire est-ce que je vais bien dormir, est-ce que je vais pas faire une hypo, est-ce que je vais pas faire une hyper. C'est vrai, t'as raison. Et puis, même si malheureusement, on a la chance d'avoir ce tiers-temps, il y a quand même la fatigue que ça peut générer en plus. À la fin de ta semaine d'examen, à chaque fois, tu as pensé à ton diabète. Carrément. Et ça, ça existe. Il faut en être conscient que ça peut vous arriver. Donc, faites attention à l'énergie que vous allez avoir lors de vos examens. C'est vrai. C'est ce qu'il dit notamment dans le chat. Et Toilmi qui dit oh là là, oui, les mails et les demandes à différentes personnes de l'établissement pour s'assurer qu'ils sont OK et que tout le monde est prévenu, qu'on a le droit à notre matériel, c'est relou et ça stresse en plus pour rien. Effectivement. Et la Parabi qui a dit au bac, j'ai utilisé mon temps compensatoire. Effectivement, c'est parfait. Il ne faut pas hésiter. En fait, je crois qu'il ne faut pas le voir comme un privilège. Il faut vraiment le dire, on a la chance, c'est un droit, et on a la chance de l'avoir, prenons-le en fait. Il n'y a pas de... C'est pas un privilège, c'est juste une réparation. C'est normal. Et il ne faut pas avoir honte de le prendre en se disant mais je suis moins bon que les autres ou je ne sais pas quoi. Les démarches peuvent être un peu lourdes, mais ça vaut vraiment le coup. Et puis on parle de... Stop en cas d'hypo, mais en cas de hyper, avec le stress, t'es à 3 grammes, il faut se concentrer, quoi, tu vois. Passer un examen à 4 grammes, c'est aussi fatigant que d'être à 0,40. C'est un oral en hypo aussi, c'est marrant. Oui, un oral en hypo, c'est une expérience. Oh là là. Alors, si c'est de la philo, ça peut partir loin. Bon, je ne recommande pas dans tous les cas. L'expérience est assez désagréable, ne serait-ce qu'un oral debout. Quand on est en hypo et qu'on commence à tanguer un peu, bon. Un travail de groupe à l'oral, genre tout le monde est bien et toi tu sens que tu commences à descendre, tu fais je vais prendre une chaise, je vais rester sur le côté. Mais le problème dans ce genre de situation, je prends par exemple les oraux de bac, la plupart du temps, les examinateurs ne connaissent pas les élèves qui se présentent devant eux. Donc, d'un coup, de dire, de prendre une chaise spontanément, de s'asseoir, ça peut être mal vu, ça peut être mal perçu. Et donc, on se retrouve, encore une fois, face, je vais encore rebondir là-dessus, mais face à l'invisibilité de la maladie. Et si on veut justifier, il faut refaire de la pédagogie. Et faire de la pédagogie en hypo, quand déjà aligner 3 mots, c'est compliqué, ça demande un vrai effort. Ça demande un vrai effort, mental, de réussir à faire une phrase qui se veut à peu près cohérente. Il faut se dire vraiment je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas DT1 qui regardent ce live. Si c'est le cas, c'est vraiment réfléchir. C'est comme se retrouver face à une équation en maths hyper compliquée, mais là c'est juste pour dire par exemple ça va pas très bien et essayer de faire une phrase qui soit intelligible et compréhensible. C'est se casser autant la tête pour un si petit truc qui paraît banal. Je pense c'est un des moments où on se rend le plus compte d'à quel point l'hypoglycémie ça nous affaiblit au-delà de l'aspect physique. C'est réfléchir devient une épreuve, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour les personnes qui ne sont pas DT1, l'hypoglycémie, le but du corps, ça va être de mettre tout le sucre dans le cerveau. Parce que c'est l'organe qui consomme le plus de sucre.
Et donc c'est pour ça qu'on perd un peu nos capacités, on a envie de s'asseoir, on est fébrile, on l'a vu un peu du mal à réfléchir, parce que le corps il est en mode survie, donc il va prendre tout le sucre qui lui reste dans le sang et il va le mettre dans le cerveau, mais pas pour réfléchir, juste pour faire fonctionner le corps, le cœur, etc. Et donc ça crée ces situations un petit peu très inconfortables, pas qu'un petit peu, mais très inconfortables, on tremble, etc. Et on se rajoute de la charge mentale. Et Qu'est-ce que les autres vont penser de nous Le regard des autres aussi. On va plus vouloir se mettre en groupe avec moi. Ouais. Ah non, c'est la diabétique qui fait toujours une hypo. Ou alors les gens ne savent pas et ils sont juste en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et Carrément. c'est ça. Mais c'est qu'est-ce ça. qui lui arrive? Ouais, c'est ça. Il y a Tolmi qui dit moi l'hypo je la vis souvent, surtout quand elle est grosse, comme un décalage entre le temps et l'espace. Oh oui, oui, oui. Oh, mais Ouais, je vois carrément. totalement. T'es dans une faille temporelle. Une minute, ça se passe en 40 dans ta tête. Tu sais pas ce qui se passe. Tu vois tout au ralenti. C'est tout marrant. Et souvent, je sais pas, j'ai fait plusieurs étapes et je suis déjà allée à une autre étape, un truc que je fais. Et je me dis putain, je suis déjà là et je me rends pas compte de ce que j'ai fait entre deux. Genre mon cerveau, il skip des trucs quoi. Ouais. Ça c'est l'alcool. Hein. Non. T'as pas beaucoup de grammes justement, mais ça. T'as beaucoup de grammes, mais dans l'autre sens. Non, mais c'est intéressant parce que il y a certains symptômes de l'ivresse qui sont très proches de l'hypoglycémie. Donc non, c'est ça qui est intéressant. Donc ça peut-être donner une idée pour les personnes qui ne sont pas DT1 de ce à quoi peut s'apparenter l'hypoglycémie. C'est cet état d'ivresse. Ceux qui sont DT1. aussi. Oui, parce que l'alcool fait aussi, dans certaines quantités, baisser la glycémie et on n'arrive plus, le cerveau n'arrive plus trop savoir si c'est une hypoglycémie ou si on est juste... on commence à être rance, quoi. Voilà. Si je puis dire. Mais c'est vrai que moi perso je l'utilise quand les gens me disent mais ça fait quoi d'être en hypo. Je dis bah tu vois quand t'es sous et que ça tourne quand tu t'allonges et que t'arrives pas à t'endormir parce que t'as l'impression que tu vas tomber, bah c'est un peu ça, c'est l'hypo la nuit quand tu vas te coucher, c'est un peu ça. Je trouve que C'est ça quand même traître, le diabète, parce qu'on a tous les inconvénients Sans de ce les- que peut être une grosse cuite, mais sans les avantages. Franchement, choqué déçu. C'est pas le bon message, Timon. Excusez-moi. Disclaimer. Oui. N'écoutez pas. Et toi, sur ces avantages et les inconvénients, moi, pour avoir du coup découvert mon diabète, on va dire tard, entre guillemets, mais à l'âge adulte et avoir fait toutes les expériences de fête et avant, c'est vrai que tu peux aussi avoir en charge mentale beaucoup de frustration par rapport à ça. Se dire, mais je n'aurai plus jamais la même vie. Et ça, c'est un fait. C'est que tu ne pourras plus faire la fête comme tu l'as fait, ou en tout cas pas tout de suite, ça va prendre du temps. Et du coup, il y a toute cette notion de se reconstruire avec son diabète, mais comme un adolescent peut se construire avec son diabète. Cette comparaison de vie avant un diabète et vie avec un diabète te crée de la frustration et donc un peu plus de charge mentale, tu dirais. C'est ça. Et en fait, il faut vraiment, c'est un travail long, mais de dire, ok, bah, je suis malade, j'ai cette pathologie, et c'est normal aussi d'avoir toute cette question et toute cette frustration, ne pas se dire, enfin, ne pas rajouter encore un peu plus à cette frustration qui est totalement normale, en fait. Même la frustration, ça peut dire, mais qu'on soit adulte ou pas, mais se dire je peux pas faire ça parce que je suis diabétique, ou en ce moment, au moment T, là je peux pas le faire parce que je suis en hypo, ou je suis en hyper, ou juste je suis fatigué parce que ça fait toute la journée j'ai fait le yo-yo. Et la frustration, c'est aussi une charge mentale importante. Et ça, c'est plutôt le sentiment lié à la charge plutôt que la charge en elle-même, tu vois. C'est la conséquence psychique, je ouais, dirais, c'est ça. sentimentale. Ouais, carrément. C'est le sentiment qui peut être lié. Et je pense que si on a beaucoup de frustration, peut-être qu'il faut se questionner sur quelle est ma charge mentale et qu'est-ce qui fait que je me sens... j'ai l'impression de pouvoir rien faire, ou je me sens très seul, ou on évoquait un peu en off qu'est-ce qui peut nous donner comme... quels sont les indices qu'on peut avoir sur ce une très belle transition. Sur ce surplus, et ça, je trouve que la frustration, c'est un bon point. C'est un premier point à faire attention. C'est un premier signe, du coup. Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé du coup des conséquences d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue physique, comment est-ce que ça se manifeste pour vous, cette charge mentale qui est délaissée ? Je pense que c'est une fatigue, une plus grande fatigabilité physique et mentale. C'est très bête, hein. Pour ma part, je pense que ça s'incarne de différentes manières, mais là, spontanément, je dirais que c'est
caractérisée par une fatigue qui est permanente, qui se traduit par de l'anxiété, des insomnies, par parfois juste une perte d'énergie qui est différente de ce que peut être une perte d'énergie de l'hypoglycémie, où l'hypoglycémie, on perd tout d'un coup. Là, c'est comme si on se sentait fébrile plutôt, de manière prolongée. C'est tout ce... En fait, je vois vraiment comme la maladie qui incarne pour le coup vraiment un poids sur le corps. C'est comme si on avait fait un effort physique très intense pendant plusieurs jours, qu'on avait couru un marathon et qu'on était dans la phase de repos où le corps est courbaturé, où faire un seul mouvement est difficile. Pour moi, c'est vraiment l'image que je pourrais faire de cette fatigue où c'est pas encore le burn-out lié au diabète, pour reprendre ce qui a été dit au début du live, mais on est dans cette première phase où le diabète devient tellement pesant qu'on n'arrive plus trop à se débarrasser, à s'alléger de la charge mentale, même en ayant recours à des ressources qui pouvaient fonctionner par le passé, comme parler, comme trouver des petits rituels pour justement normaliser certains éléments et ne plus avoir à trop y réfléchir. Parfois, juste, ça ne suffit plus. Et là, dans ces moments-là, c'est important, pour reprendre ce que disait Bertrand, de rompre l'isolement, justement, de ne pas se terrer dans l'isolement, parce que c'est un moment où on va être d'autant plus fragile. Et je fais une passerelle aussi avec ce qui a été dit sur le lâcher-prise, sur le tout premier live. C'est effectivement, c'est des moments qui vont arriver de manière plus ou moins prononcée. Et il peut y avoir aussi des personnes pour qui ça ne va pas du tout arriver, et c'est génial, quoi. Faut kiffer. Mais dans ces moments-là où ça peut arriver, rompre l'isolement, être toujours dans une communication sans forcément dire là ça va pas ou quoi, mais juste ne pas s'enfermer sur soi-même, c'est hyper important. Parce que c'est s'enfermer sur soi-même, se retrouver du coup prisonnier avec sa propre maladie, c'est la façon la plus cruelle, je pense, de vivre cette maladie. Ça peut prendre différentes formes qui sont propres au vécu de chacun et chacune, pardon. Mais je pense que c'est la manière la plus violente de se confronter à la maladie, et briser l'isolement, c'est aussi s'épargner cette manière de le vivre qui est très dure. Commencer à trouver des solutions. Exactement. Aussi. Donc toi, en signe, c'est vraiment la fatigue, que ce soit physique et morale, et la tendance à s'isoler parce que en fait, je suis éclatée, donc j'ai pas envie de sortir. Et si je sors, j'ai pas envie de me poser 30 questions, donc on va s'éviter les 30 questions et on va rester tranquille. Sauf que si c'est de manière répétée, là, on peut peut-être glisser vers quelque chose qui est un peu plus important. Effectivement, savoir repérer ces signes-là. Est-ce que vous avez d'autres signes qui montrent que, physique ou même niveau psychique, que ça va pas dans vos expériences? Moi, je dirais que dès que tu m'as dit les signes, moi j'ai pensé à quand par exemple tu as passé une journée déjà qui est difficile, où tu as vraiment eu beaucoup de taf, que tu es fatigué, je sais pas, tu as fait beaucoup de sport. Et là, à la fin de la journée, tu as ton pote qui sonne, tu fais une hypo en même temps. Et en fait, quand c'est des choses comme ça, répétées, que tu commences à sentir vraiment une grande solitude, que du coup, tu te prives de faire des choses qu'avant, tu faisais normalement. Et là, tu te dis, non, en fait, comme je suis fatiguée, je vais pas faire ces choses-là. Et en fait, de tout le temps se mettre des freins, d'en parler à personne. Et en fait, c'est vraiment d'être dans l'isolement qui, comme tu disais, qui va vraiment être compliqué. Mais de pouvoir passer le cap en disant, là, ok, je vais pas bien. Il faut que j'en parle à mes amis, à des personnels de santé, que ce soit médecins, psychologues. Mais c'est vraiment aussi le truc de se dire, là, j'ai besoin d'aide. Et des fois, c'est pas facile. Mais des fois, ça fait du bien aussi d'en parler à d'autres personnes. Il faut, quoi. Parce que de rester tout seul, c'est pas possible. En fait, je vous rejoins tous les deux. Moi, c'est surtout des périodes où j'ai un peu du mal avec la gestion de mon diabète, qui s'avèrent être des périodes assez fréquentes quand même. Et en fait... Cette fatigue, déjà, c'est juste la fatigue toute bête après une hypo, après une hyper. Et donc, ces moments-là, on les explique. Mais au bout d'un certain temps, quand on commence à glisser doucement vers un manque de contrôle qui commence à devenir assez important, en fait, c'est une fatigue un peu sourde, un peu toujours là. Et
qu'on va pas réussir à expliquer, on va juste se sentir mal et avoir moins d'énergie et voir les choses d'une manière plus pessimiste et commencer à avoir un peu de moins en moins de lumière et de se dire ça commence à devenir dur et c'est vraiment physiquement où tu sens tes capacités qui baissent et là tu as encore l'impression mais mon corps me trahit et quand tu essaies de te l'expliquer tu vas dire je suis malade, j'ai peut-être chopé un truc ou fatigué ou stressé et au final tu trouves pas vraiment d'explication donc tu te sens pas légitime mais pourtant tu te sens réellement mal et ça déjà de se l'expliquer à nous-mêmes c'est compliqué et de l'expliquer aux autres c'est encore plus difficile. Galère. Et puis de l'accepter en fait, enfin juste se dire ok bon là c'est une mauvaise passe. Oui, c'est dire, ça veut dire prendre conscience et ça c'est pas facile de prendre conscience parce que dans les signes en tout cas perso c'était le diabète était tout le temps dans ma tête mais vraiment hyper contrôle c'était plus une peur, c'était de l'anxiété. J'en ai toujours un peu, il y a des petites vapeurs qui s'échappent maintenant encore, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Et c'était vraiment, j'avais la peur, mais vraiment excessive de faire des hippos. Et tout le temps, je vais être en hypo, mais vraiment, c'était ça. Du coup, tu étais souvent plus haut que ce qu'il ne faut. Exactement. Et dès que j'étais basse, j'avais peur, quoi. Et je pensais qu'à ça. Si je voyais, c'est ça. Et il n'y avait pas les flèches avant. Ouais. Du coup, je voyais 1 gramme, je disais, c'est bon, je vais être en hypo. Et du coup, c'est vraiment, ça devient vraiment maladif. Et ça a été un signe de me dire, jusqu'à un matin où je chialais dans mon lit, je me suis dit, ok, là, il y a un souci. Genre, tout était le moindre effort, genre m'habiller et tout, et j'étais là, mais C'était des signes de la dépression, en fait. Bah, et clairement, et c'est en tout cas, c'est ce que... On les connaît, hein, enfin, tu sais, pleurer, il y a pleurer tout seul, je crois, il y a les troubles du sommeil. Il y a les troubles alimentaires, donc ne plus manger, ou trop manger. Il y a l'isolement, on en a parlé. Et puis il y a l'anxiété, c'est-à-dire avoir peur tout le temps. Et c'est exactement avoir peur cas. Tout le temps. Et le problème, c'est qu'avoir peur, ça prend énormément d'énergie. C'est énormément d'énergie. Et donc si à chaque fois que tu regardes ton lecteur, tu as peur, et on regarde notre lecteur constamment, et du coup forcément après il n'y a plus d'énergie pour juste aller vivre, quoi. Mais donc quand on glisse vers ce terrain-là, il est vraiment important de se faire aider et aussi d'en parler. Mais voilà, c'est... Même si j'ai que 27 ans sur ma tête, et à 22 ans, j'avais déjà fait une dépression liée au diabète et toutes ces anxiétés, etc. Mais on s'en sort, on est là. Je voudrais ajouter aussi sur les signes, parce que là on a parlé beaucoup de manque d'énergie, mais il peut aussi y avoir beaucoup d'énervement. C'est-à-dire on peut aussi à un moment, mais juste s'énerver tout le temps. T'as envie de tout casser parce que ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, non. Et ça peut être aussi des signes de dire attendez, en fait tout extrême. C'est-à-dire là, je m'énerve pour rien, je crie sur les gens qui m'entourent. Après, tu t'en veux encore et t'as période. Voilà, où t'es en colère en fait, t'es en colère. Justement, quand j'ai changé ma pompe, donc toutes mes habitudes étaient complètement bousculées. Et en fait, j'ai eu une période où ça m'énervait tout le temps parce qu'en fait, j'avais pas encore les bons réflexes, etc. Genre, ne serait-ce que charger sa pompe, tu vois, ou les trucs comme ça. Et genre, tu te couches, t'es comme ça, dans ton lit, tout. Pip, pip. Et là, tu t'énerves, tu deviens fou. Et en plus de ça, tout s'acharne contre toi, tu ne retrouves pas ton chargeur, alors que c'est un chargeur standard, il y en a 40 millions dans la maison, mais tu ne trouves pas ce soir-là. Tu deviens dingue, tu retrouves plus tes affaires. Ouais. Et j'ai eu beaucoup cette période d'énervement, de colère, rejet, vraiment, dire, pour le coup. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant Et c'est même l'hypo avant de se coucher. Enfin, ça, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est horrible. T'es là, t'es bien dans ton lit, tu fais allez, je vais me coucher, c'est bon, tu t'es brossé. Il dit non, reste encore un petit peu dans le lit. Je sais que j'arrive pas à m'endormir, je dis ok, là ça pue le 70, tu vois, les bordeurs. Le truc qui fait comme ça. On dort pas. Moi je suis dans le déni, moi. Moi je suis dans le déni jusqu'au moment où ça va vraiment pas et je me dis la nuit elle va pas se mal se passer. Tu commences à trembler, vraiment tu fais. Je m'endors pas non plus. Et donc tout ça, on a moins d'énergie à la fin. Il y a des moments où j'étais tellement énervé que je me suis dit, bon, c'est bon, ça me saoule, je me mets dans le schéma de remplacement. Juste parce que ça me saoule vraiment. Et je me dis, au moins, je me prends pas la tête, je me fais une piqûre de lente, c'est ciao. Ouais, mais tu vois, mais justement, c'est mauvais. Après, ouais, mais je vais pas réussir à gérer, je passe aux piqûres et machin. Il y a encore plus de questions. Tu vois. Après, ça dépend comment chacun le gère aussi, mais comment tu gères aussi sous stylo avant. C'est ça. Pardon, je t'ai coupé. Non, je trouve l'exemple de Yacine hyper intéressant puisque j'ai été sous pompe, donc là ça va faire combien d'années que je suis je crois alors non, ça fait genre oh je suis vieux, je n'arrive pas. Bref,
il me semble, là, vu de pif, j'ai plus le calcul en tête exactement, mais il me semble que ça fait à peu près 13 ans que je suis DT1. Sur ces 13 ans, j'ai passé 11 ans sous pompe et je suis repassé au stylo en 2021. Pour la raison qu'évoque Yacine, c'est-à-dire que j'ai fait tellement une saturation de la pompe, d'avoir quelque chose qui bip tout le temps. C'était pas tellement le freestyle en lui-même qui restait plutôt discret, mais vraiment la pompe avec quelque chose qui bipait tout le temps et dont j'ai vraiment saturé et qui m'a mis dans une vraie période de colère. Pas un rejet de la maladie, mais vraiment un rejet du moyen de traitement en lui-même. Et c'est la raison pour laquelle je suis passé sous stylo et pour laquelle je suis encore sous stylo. À la base, c'était vraiment juste faire un schéma de remplacement sur quelques semaines, le temps de faire redescendre ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était là, en l'état, le moyen qui me permettait d'être plus apaisé parce que je savais que la pompe, pour l'instant, ça générait quelque chose de trop viscéral pour moi comme réaction. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de repasser sous pompe ou non? Et il y a une part de moi qui a encore du mal avec cette idée, pas par l'aspect technique du traitement, mais par toujours des restes de cette colère qui peuvent se manifester d'une manière ou d'une autre. Tu fais bien de rappeler que le meilleur traitement, c'est celui qui te convient le mieux. Et la pompe, c'est pas une évolution Pokémon via des piqûres, en fait. C'est vraiment, tu peux très bien gérer sous piqûre. Et si on est à l'aise comme ça... Moi, j'ai des amis qui gèrent largement mieux. J'ai des amis qui ne veulent pas entendre de la pompe, de la boucle fermée, etc. Parce qu'ils ont leur habitude et ils gèrent super bien sous piqûre. Ils ont une hémoglobine de dingue, même s'il n'y a pas que ça qui joue. C'est important de le dire et on l'a évoqué tout à l'heure. C'est pas que ces données. Mais je veux dire, d'un point de vue psychique et d'un point de vue données, en fait, ils ont tout et pourtant ils sont sous piqûre. Je pense qu'aussi c'est important de rappeler que ça peut changer aussi avec le temps. Si tu as envie de repasser aux piqûres, tu peux. Mais si t'as un pote, t'as une pompe, t'as une tubulure, t'en as pas, justement, t'as le droit de changer en fait, c'est pas fixé quoi. Ça va en corrélation avec ce qu'on disait tout à l'heure. On disait que finalement la charge mentale elle fluctue quand même avec le temps, avec l'expérience qu'on a, avec les choses qui arrivent dans ta vie. Ouais, c'est ça, les choses qui arrivent dans ta vie, que tu sois adulte, etc. On a des messages. Flo Xin in the Wood qui dit merci beaucoup, c'est super intéressant et émouvant. Et mine de rien, on peut mettre en parallèle ce que vous dites avec d'autres maladies invisibles, effectivement, notamment pour ce qui est de l'isolement et de la pédagogie. Du coup, je me pose la question de savoir si, comme d'autres pathologies dites invisibles, le DT1 affecte votre vie sentimentale et vos relations proches et de quelle manière. Ça, c'est un vaste sujet et qu'on a déjà évoqué sur YouTube. D'ailleurs, je citerai un super philosophe de l'épisode 2 qui disait « Faites des dons ». S'il vous plaît, parce que là, on en est là. Il a collé voilà, on a besoin de dons à la JD. Exactement. La part rapide qui dit moi perso j'ai vraiment la flemme de m'occuper de mon diabète et j'ai plein de fois des potes hyper proches qui me demandent pourquoi je m'en occupe pas trop, genre il faut se justifier de pourquoi on gère pas le diabète parfaitement. Effectivement, comme disait Timon, faire de la pédagogie à chaque fois c'est relativement compliqué, mais il faut quand même être un peu vigilant et écouter son entourage proche, parce que dès lors qu'ils sentent qu'il y a une problématique, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, il faut peut-être s'alerter. C'est une forme d'amour peut-être aussi, de dire là il se soucie de toi et ça peut être positif, mais effectivement ça peut être fatigant de devoir se justifier sans parler de est-ce que tu gères bien ton diabète, mais pourquoi tu as ça avec toi, pourquoi dans ton casier de travail il y a un paquet de bonbons, pourquoi mais t'as pas besoin de te justifier, mais malheureusement il faut le faire, il faut amener de la pédagogie et être bienveillant. En parlant, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose. Ok. En parlant d'amour et d'aide, est-ce que vous avez demandé de l'aide ou est-ce que justement on vous en a amené directement? Comment ça s'est manifesté pour vous? Moi vraiment j'ai la chance d'avoir un entourage qui est vraiment adorable à ce niveau-là, que ce soit mes amis, vraiment par exemple juste avant les repas, des fois elles me disent oh t'as bien pensé à faire ta glycémie, ou ah bah là attends on a pris des compotes avec nous dans notre sac, ou même je sais que mon copain il a toujours des fois pendant la nuit ou même en soirée genre il fait attends petite pause glycémie, où ils m'aident à changer mon pod, ou des fois j'ai des amis qui m'aident aussi à changer mon pod, et elles m'aident à dire ah bah là attends viens on se pose, on parle un peu de ton diabète, est-ce que ça va, enfin elles sont vraiment allez ça peut être mes amis c'est comme tous amis. Mais moi j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de pouvoir en parler et de pas se sentir
de culpabiliser, de toujours en parler et que ce soit d'autres personnes aussi qui disent là, si tu as besoin d'en parler, je suis là, ou même des fois des personnes, j'ai des amis qui me disent là, si tu vas pas bien, moi je comprends pas vraiment ce que tu vis, mais tu peux m'en parler, ou si tu veux que je t'aide à trouver le numéro d'un psy ou d'un truc comme ça, ça fait toujours du bien, quoi. Carrément. Et là, c'est plutôt au quotidien, mais est-ce qu'il y a des moments où il y a eu besoin peut-être de plus d'aide ou pas forcément, et comment vous avez trouvé cette aide-là? Moi, du coup, j'ai fait une dépression aussi à cause du diabète, donc pendant l'adolescence. Okay. Et donc voilà, ça c'était surtout mon entourage qui avait... Je vois le chat... Toine qui dit c'est moi. mais du coup, pendant cette période-là, donc c'était mon entourage qui a vu vraiment que j'allais pas bien, aussi les infirmières de mon collège qui ont vu ça, et du coup j'étais en hospitalisation. Qu'on a évoqué tout à l'heure. Exactement, donc vraiment j'étais tout le temps chez moi, je faisais plus rien. J'ai une passion pour la danse et vraiment je ne voulais plus y aller. C'était vraiment, je faisais plus de piqûres, je mangeais presque plus. Voilà, c'était pas possible, et du coup j'ai demandé de l'aide, et après le personnel médical a fait très très bien son travail. C'était 2 semaines d'hospitalisation qui étaient quand même pas faciles, mais voilà, c'est aussi normal, pas normal, mais on passe par des passes comme ça. Tout le monde ne passe pas non plus par là, mais on peut y passer, et maintenant je suis là, tout va bien. Voilà. Voilà. C'est important de le préciser, parce que c'est pas parce qu'on est jeune que on peut aussi vivre ça. Ouais, c'est ça. J'avais 15 ans, c'est super jeune, quoi. Une dépression à 15 ans. Mais je me demande si c'est justement en fait, pas là où tu... Moi, en tout cas, c'était... Dans cette phase de transition. Ouais, parce que tu réalises ce qu'implique le diabète, et t'es censé, toi, le gérer, et t'y comprends rien. Et du coup, tu fais de ton mieux, et t'essayes, et malgré tout, tu disais frustration, ça marche pas, je suis hyper élevée, je suis hyper basse. Et du coup, tu te sens nul tout le temps, c'est fatigué, c'est forcément. Puis à l'adolescence. Dans une période où déjà tu te sens pas au top de toi, la confiance est difficile. Les hormones et tout. Tu te compares beaucoup peut-être plus aux autres que plus tard. Mais du coup, toi, tu as osé demander... c'est plutôt ton entourage qui a repéré les signes, et là, tu t'es dit, OK. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as fait aussi. C'est toi qui as décidé de faire ça. Il faut dire que tu as quand même accepté la critique. Parce que, en fait, il faut aussi l'accepter. Je sais que j'ai des amis qui me disaient... qui étaient pareil dans des phases compliquées, qui nous disaient oui, on n'arrête pas de me saouler avec le diabète, etc. dans la famille. Et en fait, c'est justement parce que ces personnes nous aiment et nous voient nous détériorer d'un point de vue psychique et physique, qui nous donnent ce genre de conseils, en fait. Et c'est à prendre quand même, parce que c'est pas anodin. Pour le coup. C'est sûr. Mais c'est super difficile, je trouve. En fait, mais pareil, ma famille, mes amis sont super bienveillants. Vraiment, j'ai jamais eu de problème à en parler avec eux. Mais en fait, justement, le fait qu'ils remarquent que ça va pas trop, que t'arrives pas trop à gérer, ou juste de demander « t'as fait ton bolus ?» En fait, des fois, je me sens infantilisée, et je me dis... Ça veut dire que j'arrive pas à le gérer toute seule, et je me sens tellement frustrée dans ces moments-là que je peux un peu mal réagir, parce que moi j'ai la haine contre moi-même à me dire mais j'arrive pas à le gérer, alors que je me dis mais Laure, t'es diabétique depuis que t'as 3 ans, ça fait 13 ans quand même, tu devrais y arriver à force. Et alors que au final, c'est pas du tout comme apprendre à faire du vélo, une fois que tu l'as fait, c'est bon. En fait, c'est comme si tu devais réapprendre à faire du vélo, mais tous les jours. C'est clair. Il faut faire un manuel quelque part. Quelqu'un l'a notice. On me l'a pas donné, perso. C'est sûr. Je propose qu'on l'écrive ensemble. Non, mais carrément. En fait, du coup, moi, je me sens un peu coupable de voir comment, quand j'étais petite, du coup, c'était surtout ma mère ou mes parents, ma famille qui géraient ça. Et donc, du coup, après, au niveau de l'adolescence, la charge mentale, elle se transmet sur tes épaules un peu progressivement. Et au moment où tu as tout sur les épaules, tu vrilles un petit peu, tu te dis, bon, alors, il y a ma petite période d'essai. Et au moment où tu te craches vraiment, tu te dis, mais tu te sens incapable, vraiment. Et c'est hyper dur, dans ces moments-là où tu as besoin des personnes autour de toi, d'accepter les mains qu'on te tend, genre même juste de les voir et de te rendre compte que tu en as besoin. Mais c'est trop chaud. Accepter de dépendre des autres aussi. Des fois, de dépendre, mais de se dire là, j'ai besoin d'aide. Ouais, parce que il y a trop, c'est trop. Et l'aide, tu peux la trouver justement chez tes proches, mais aussi chez le psy. Oui, ça, c'est pas du tout tabou. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui peuvent proposer aussi des séances.
Ça, c'est important de le rappeler. Vous pouvez vous renseigner si aujourd'hui vous sentez avoir besoin d'en parler à votre diabéto et dire est-ce que vous connaissez un psy qui est spécialisé. Il y en a qui sont spécialisés dans le DT1 ou dans les maladies chroniques. Et puis aussi de dire ok, et il n'y a pas des fois besoin de 20 séances, mais juste de dire des fois 2-3 séances, ça peut aussi aider à juste dire ce que vous ne pouvez pas dire à votre entourage parce qu'ils ne comprendront pas ou c'est trop intime et vous ne voulez pas leur dire. Ça aussi, c'est votre pudeur à vous et il n'y a pas de tabou. Mais quand on va mal, il faut quand même essayer de se dire, ok, là, j'essaye. Il n'y a pas que le psy genre en face-to-face, à leur raconter ta vie et tout. Enfin, je sais que quand j'avais des crises d'anxiété très sévères, j'avais des espèces de groupes en fait, avec d'autres étudiants qui souffraient d'anxiété. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient les mêmes peurs très profondes, ancrées que moi, mais sur plein d'autres sujets. Et du coup, ça a vachement aidé de voir que, c'est pas que à cause du diabète. Enfin, genre, il y a d'autres gens qui ont les mêmes sensations très fortes. Et donc, il y a aussi différentes sortes de thérapies, disons. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on rappelle qu'à la JD, Nadine. Oui, exactement. Nadine, qui est une psychologue à la JD. Et n'hésitez pas, si vous vous reconnaissez dans les différents signes, que ça ne va pas, n'hésitez pas à contacter la JD. On saura vous réorienter vers des professionnels de santé parce qu'il ne faut pas. Effectivement, c'est compliqué à gérer seul. Et il ne faut justement pas rester seul. C'est ce qu'évoquait Timon, l'isolement. Il faut combattre justement cet isolement et être accompagné. Au mieux que ce soit sa famille ou des professionnels de santé, il n'y a rien de tabou là-dessus de voir un psychologue en fait. Carrément. Ça, en fait, on crée notre petite boîte à outils. Au fur et à mesure que tout ça nous arrive, on sait quel outil prendre pour mieux affronter les nouvelles expériences ou juste la vie, quoi. Et ça nous permet d'être d'autant plus fiers après de faire certaines choses. Et oui, ça a posé peut-être toujours nos 30 000 questions quand on va faire l'activité en question, mais quand on l'aura faite, on sera encore plus fiers parce qu'on se sera préparé en amont, en parlant à notre psychologue, à un ami. En fait, c'est se mettre en sécurité, tout simplement, pour mieux gérer. Et on peut partir à la JD aussi en colo, quoi. Oui, en colo. Ou au séjour jeunes adultes. Alors, pour parler un peu plus séjour jeunes adultes, parce que je vois bien que vous voulez en parler. Rappelle-nous les dates. Du 26 août au 2 septembre. Très exactement. On aura un peu plus d'infos à vous communiquer là-dessus dès demain. C'était justement ça, en fait, la problématique derrière, c'est de se dire... Aujourd'hui, quand on a 17 ans, on est encore en pleine construction, on est en pleine recherche de soi et d'émancipation avec son diabète, et notamment alléger sa charge mentale, parce qu'on sait tous, si on est là, c'est pour le partage d'expériences, et ça nous aide, que ce soit nous ou vous. Et en fait, les séjours jeunes adultes étaient là pour compenser ce manque qui pouvait exister dans notre système actuel, dans notre système de santé, de se dire que les colos à JD, c'est top jusqu'à 17 ans, mais après, il n'y a plus rien. À part partir en tant qu'animateur, et tout le monde n'a pas forcément l'envie ou les capacités pour animer, et de se dire que finalement, il y a d'autres solutions pour justement prolonger cette expérience à JD qui nous permet d'avoir une boîte à outils pour grandir et être émancipé avec son diabète. Effectivement, un séjour ne va jamais vous donner les clés du succès ou vous guérir. Mais ça va vous donner les clés, ça va nous permettre... Mais ça va donner les clés, effectivement. Oui. De partager aussi. Bien sûr. D'en parler, d'être avec des gens. Et truc ultra important, et là je cite la personne qui se trouve à ma droite, de trouver des diabétises, tu vois, de trouver des amis avec un diabète qui nous comprennent, avec qui parler, avec qui on s'entend, et avoir des contacts réguliers. Moi, je sais que j'ai un ami à moi, Benoît, on se parle pas tout le temps, etc. On parle pas tout le temps diabète, mais on se comprend. Là, d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que toi et tu sais que t'es pas obligé de lui refaire le monologue pour lui expliquer, et que juste tu peux parler de trucs vraiment qui te tiennent à cœur. Un peu comme le gros but, quoi. Direct. Exactement. Et du coup, on s'enlève toutes les questions de est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, parce qu'il le sait et puis il me comprend et on passe pas par la pédagogie. Il est capable d'être en empathie par rapport à ce que toi tu vis. Bien sûr. Exactement. Et pour non, vas-y. Ou alors quelqu'un qui n'est pas DT1 mais qui a aussi une maladie chronique ou une maladie invisible et qui comprend ce que peut être la charge mentale. C'est d'ailleurs très intéressant aussi dans cette configuration-là, puisqu'on est amené plus facilement à se livrer à la personne, et du coup on peut devenir expert de la maladie de l'autre et être un relais un peu comme un binôme
Et pour être dans cette configuration, entre guillemets, avec beaucoup d'amis proches, effectivement, c'est vraiment quelque chose de très fort dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de parler de la charge mentale dans toutes ses différentes formes, de pouvoir aussi aller parler d'aspects un peu plus péchus des différentes maladies dans les deux sens, puisqu'à force d'en parler, on finit par apprendre le vocabulaire, à comprendre les codes, à comprendre ce qui dysfonctionne aussi dans la société, dans le regard des gens. Et ça fait que, je pense à une amie en particulier, des fois, je rage quitte après avoir eu 2 semaines où ça a été yo-yo tout le temps, où je me suis manger des hippos en pleine nuit, des hyper toute la journée, et où juste je suis en mode là ça me saoule, mais genre voilà. Et on prend 1h30, on en cause, et voilà. Et elle aussi, des fois quand c'est trop compliqué à gérer sur le quotidien, qu'il y a eu un mauvais concours de circonstances, d'éléments, juste de s'appeler et dire voilà, on en cause. Et tu mets en place ton contexte de confiance en fait. Et exactement. Et du coup, tu sais que dans ta petite boîte à outils, je voudrais pas dire que ton ami est un outil, mais tu sais que tu peux lui parler. C'est une ressource. Tu peux lui parler. Et du coup, je reviens sur l'exemple concret des examens. Par exemple, en séjour jeunes adultes, on peut en parler. Et quand tu as appris que tu pouvais demander ton tiers-temps, tu t'enlèves la grosse charge mentale que tu avais. Hop, en partageant, on apprend des autres et on s'enlève des blocages et ensuite on avance un peu plus léger et au fur et à mesure des rencontres, on va débloquer plus de situations, bien que la charge mentale évolue peut-être avec l'âge et les nouvelles situations qu'on rencontre, mais au moins on a notre petite boîte à outils, quoi. Puis c'est partager des astuces comme on le fait dans ce live. Dans nos lives, c'est la volonté aussi de dire... Nous sommes un outil. Nous sommes un outil. En parlant d'astuces, est-ce que vous avez des petits tips, vous, pour justement gérer cette charge mentale au quotidien ? Tout casser. Au bout d'une semaine, chez Bertrand, il reste plus rien. Tout est en plastique parce que ça casse pas. Non, mais sans que j'avais un ami qui me disait, moi, quand je suis énervée, c'était, je crois, au lycée, il prend son matelas, il le met debout, il tape dedans. Pourquoi pas ? Ou dans l'oreiller aussi, ça marche bien. Dans le placard, ça sent le vécu. Alors, faites une liste de courses. Oreiller, matelas, épais, 2 places de préférence. Pour le séjour jeunes adultes. Pour le séjour jeunes adultes, oui. Gants de boxe. Une personne assez costaud et genre elle s'enroule d'un gros manteau. Un gros manteau. Mais oui, comme ça, tu lui fais un gros câlin et tu la serres très 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 fort. Mais pourquoi le gros manteau ? Mais parce que sinon tu l'étouffes pas avec le. Mais justement, tu l'étouffes avec le gros manteau. J'arrête. Sur les astuces, ça peut être faire du sport, ça peut être faire quelque chose qui vous passionne. Ça peut, c'est un moment où c'est un moment à vous et faire des choses qui vous plaisent. C'est-à-dire là, je prends un moment pour moi. Je sais pas si vous êtes fan de tai chi, vous allez faire du tai chi. Si vous êtes fan de massage, vous allez faire un massage. Mais en tout cas, prendre un moment pour soi. Ça va nous réénergiser. Moi, c'est hyper abstrait et en fait, c'est valable pour le diabète, mais pour tout. C'est de toujours réfléchir en se disant, ok, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi, qu'est-ce que j'accepte en me disant, je vais pas dépenser toute mon énergie à essayer de le bouger alors que j'y peux rien, et qu'est-ce qui peut être modifiable et dans lequel je peux investir un peu de mon énergie et me laisser le temps d'essayer de modifier tout ça et de vraiment essayer de classer les deux. Et comme ça, à la fois, ça t'aide à accepter et à te rendre compte que t'es pas toujours coupable, que c'est pas toujours de ta faute si t'arrives pas, si t'as pas des bons résultats, si t'as pas des bonnes notes. Et à la fois, du coup, avoir plus d'énergie pour améliorer ta situation et d'évoluer petit à petit, de se laisser le temps, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis. Comme quoi, on raconte pas que des bêtises à ma gauche. Non, mais... C'est la plus jeune. Ah non, si. Si, c'est la plus jeune. Ouais. Quelle maturité. T'as vu ça. Voilà, le diabète apporte ça. Absolument. D'accord. Ouais, en gros, ne pas se morfondre en disant tout est à cause de moi. Exactement. Pour le coup. Ça peut vite entraver la confiance en soi, hein, franchement. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Ouais. Oui, mais on s'en rend pas forcément compte. Non, c'est ça. Donc l'exercice de prendre du recul et se dire ça dépend pas de moi. Donc en fait, tant pis, c'est comme ça et j'y peux rien. Et mettons de l'énergie sur les choses où on peut agir. Absolument.
Pour ma part, je Observer pense des que... animaux en pleine nature. Blague à Regardez part- des dauphins diabétiques dans la nature. Ça existe. Oui, Des c'est sûr. dauphins diabétiques. Bah, alors, oui, c'est... Faut le rencontrer. Blague à part, oui. Oui, il peut y avoir, il y a effectivement des chiens diabétiques, il peut y avoir en extrapolant... si, il peut y avoir... 23h parce qu'on commence un sujet là. J'extrapole pour répondre à la question, mais je vais clore cette parenthèse très vite. Donc oui, effectivement, il y a des mammifères qui peuvent être... diabétiques. Bien sûr. Donc des chiens peuvent être diabétiques, des dauphins aussi par extrapolation, mais c'est la fin de la parenthèse. On ferme ça. Ça peut durer Alors, très longtemps. qui peut durer très longtemps, mais ce n'est pas le propos du live. Pour ma part, je dirais qu'effectivement, il y a aller, donc c'est des cas très pratiques pour moi, c'est aller dans la nature et quitter pendant quelques heures ou quelques jours juste le poids de la charge mentale du quotidien, le poids de la charge mentale de la maladie, être juste dans quelque chose où j'ai pas besoin de me soucier des horaires, où j'ai pas besoin de me soucier d'un rythme, où je peux aller vraiment en fonction de mes besoins et juste profiter de l'instant, d'avoir cette légèreté-là où il n'y a pas la vitesse de la société, où il n'y a pas les contraintes d'attente dans la productivité, dans la qualité des glycémies. C'est d'ailleurs très intéressant que dans ces moments de lâcher prise-là, les glycémies s'améliorent grandement. Et sinon, après, c'est laisser venir des personnes progressivement devenir des relais dans la maladie. C'est-à-dire que souvent, en fait, les personnes qui vont être le plus des personnes relais pour moi dans la maladie sont des personnes qui viennent le faire spontanément et qui arrivent à trouver naturellement le bon curseur pour devenir des personnes relais. Et moi, la chose que je fais, c'est juste rester perméable à ces personnes qui arrivent et qui deviennent des soutiens comme ça, spontanément. Et en fait, pour moi, je fais un travail probablement inconscient de tri, c'est-à-dire que certes, des personnes vont pouvoir être des relais pour moi, mais les personnes qui vont être vraiment des soutiens, elles se détacheront un peu du lot par elles-mêmes. Voilà. Fin de la nouvelle parenthèse. On ferme tout. Et toi, Yacine? Non, mais moi je suis présentateur. Moi. Non, alors on demande d'abord à Hélène, ensuite on donne nos tips. Moi, mes petits tips pour aller mieux, moi je suis passionnée de danse, donc quand ça va pas, je danse. Et sinon, juste de prendre du temps aussi pour se dire, ok, là je prends un temps de break, je laisse un peu de côté tout ce qui est études, aussi amis, mais vraiment prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Et de faire des choses qui nous plaisent, quoi, et de prendre aussi, de se dire ok, là j'ai eu des mauvais résultats, mais c'est pas grave, ça va aller mieux, et de pas toujours être dans un objectif de perfection tout le temps. Long terme. Donc si pendant un week-end tu as besoin de prendre soin de toi et de laisser un peu le côté glycémique, prends soin de toi, fais-toi plaisir sur ce week-end là, quoi. Sans aller dans l'extrême où tu vas passer ton week-end à 5 grammes, mais se dire ok, c'est bon, c'est pas ouf, mais je vais pas mourir, et j'ai mangé cette pizza et j'ai bu cette bière et j'ai vu mes amis et j'ai kiffé, quoi. Le kiff de la pizza peut tu vois, faire tellement de bien à ton cerveau que finalement ça annule. C'est ça va baisser ton stress. Voilà. Et toi, Coralie? Non, t'es sérieux? Non. Est-ce que il n'y a pas les dames d'Arborès sous le pied? Non. Toi d'abord, on fait un Shifumi? Ah, je voulais poser la question en On premier. fait un Shifumi ou pas? Non, Allez, mais... Shifumi. Allez, tu commences. Moi j'ai du mal à lâcher prise en vrai, hein. J'ai toujours la glycémie là dans un coin de ma tête et je suis passée de déni à control freak, mais un truc qui marche bien, c'est que j'ai un petit toutou d'amour et j'adore la promener, et quand je promène avec elle en pleine nature, je pense à rien, et c'est juste mon temps je sais que je regarde pas mon téléphone, je suis juste dans l'instant présent, et juste de se reconnecter à l'instant présent, et avec un petit animal, ça marche bien. Ok, c'est beau. Bon, du coup, je vais devoir répondre à cette question. Alors moi, ce qui m'aide beaucoup, je suis vraiment passionné de guitare, et j'ai besoin de jouer ne serait-ce que 5-10 minutes quand ça va pas, et ça m'aide énormément. Ça m'a aéré l'esprit, et je pense que c'est un peu comme chacun d'entre vous finalement, c'est de pouvoir se dire que cette charge mentale, en tout cas, essayer de la diminuer en se concentrant sur quelque chose qui nous passionne. Pour ma part, c'est la guitare. Pour vous, ça peut être autre chose. Essayez de trouver votre
composante, votre passion, votre astuce, votre tips, parce qu'on est tous différents. Je rebondis, même si c'est pas une passion, parce que souvent, on se cherche aussi, on n'est pas forcément oui. passionné d'un truc, mais ou alors prendre un verre. Juste un truc qui nous plaît, oui, effectivement. Regarder un film, parce que quand on regarde un film, le cerveau, il est dans le film, quoi, tu vois. Oui, passion, c'était peut-être un peu... Non, mais passion ou pas passion, mais en tout cas... prendre du recul, en fait. Essayer d'éteindre ce brouhaha mental qui est trop présent, parce que quand tu es concentré, tu n'es que dans le truc que tu es en train de faire. On va rester focus sur le moment présent. Exactement. Bienvenue dans notre radio méditation. Non mais oui, c'est exactement ça. Essayer d'alléger cette charge mentale. Totalement. Eh ben, ça fait 1h30 qu'on discute. Oui. Il va être peut-être temps de clôturer. Bah oui, tout absolument. à fait. Un mot de la fin, peut-être biscuit. On n'arrête pas là? Non, c'est nul. Ah, ok. Séjour jeunes adultes. Oui, pour vous rappeler justement. Alors, la charge mentale peut être diminuée grâce à nos amis diabétiques. Grâce à moi, demandez au médecin de me prescrire matin, midi, soir. Bon, c'est un peu bizarre. Non, mais... Laure a la peur. Ouais, non. Je vais avoir une hémoglobine à 15. Je vais avoir Yacine sur mon ordonnance. C'est un choix. Cornélien, certes, mais un choix. C'est un choix. Non, mais Il voilà. faut prescrire des lives hippocampe. Je pense qu'il faut, oui, absolument. Ouais. Plus de live hippocampe. Donc faites des dons. Première info. Deuxième info, venez au séjour. Ou du moins, abonnez-vous. Ah, mettez des pouces bleus. Non, regarde. Plus sérieusement, pour les séjours jeunes adultes, vous aurez beaucoup plus d'infos dès demain. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à contacter la Jade sur Instagram, parce qu'on est présent sur Instagram. Et c'est là où seront les infos. Exactement, c'est là où seront les infos sur le séjour jeunes adultes, qui se déroulera pour rappel à Gouville-sur-Mer, avec une quinzaine de personnes, du 26 août au 2 septembre. Et je sais pas si on peut le dire, Timon. Non? Oui? Non? Bah, il est trop tard. Bon, alors Timon sera là-bas. Au prochain live, voilà, on va vous teaser. Ce sera... Bah, au moins, tu seras là. On sait Bon, que tu alors, seras présent. par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il y aura un live au séjour jeunes adultes. Là, je m'avance pas trop en disant qu'il y aura un live. Et là, on a notre technicien Augustin qui vient dire putain, vous êtes sérieux, les c'est gars cool. Je Moi, suis pas censé travailler, je dois être à l'est de la France. Non, tu vas travailler. Déjà qu'on te paye cher, c'est-à-dire bénévole, tu vas travailler. Non, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents durant ce live. Merci Tout à fait. Coralie, Bertrand, Hélène. Moi, je veux quand même un mot de la Non, fin et- de chacun. Hein. Oui, bon, biscuit Un pour mot moi. de la fin. Biscuit, ok. Bah, séjour. Dauphin diabétique. Oh Bien joué. Bravo. Partage. Et kiffer. Ouais, Juste c'est beau. kiffer, parce que quand on kiffe, il n'y a pas de charge mentale. C'est Oh, beau. Ça, c'est beau. Ça. On devrait s'arrêter là. Je rigole, Coralie. À toi. Bah, soleil. Soleil. Ah, j'aurais dit. Je pensais que tu allais dire tournesol. Bah, c'est un peu. Le tournesol, quand il est vivant, il tourne vers le soleil. Oui, on se comprend. Le soleil ou le Allez, on tournesol nous fait des bisous dans le. Allez, le bisous chat. Arnaud. Ah, c'est Arnaud. Mais oui, Noah. En plus, Noah. non mais en plus parce qu'il s'est mis en je sais plus quoi, en couronne là. le vieux. Bref, on coupe ça au montage. Lancez du live, Yacine. Merde, c'est du live. Bon, on vous fait de gros bisous et on se dit fin juin. À fin juin pour le dernier live de la saison. Oui, exactement. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner des idées de thèmes sur Instagram. Et nous faire des retours, c'est très précieux et ça nous booste vraiment. Donc des petits messages, des commentaires, nous on prend. Ça me fait plaisir. Voilà. Et puis passer un petit remerciement à Augustin, Augustin. qui Oui. était à la Merci, régie, Augustin. toujours comme à chaque fois depuis le dernier live. Et Même s'il est qui payé fait- pour quoi. Mais... Payé de manière bénévole. Bénélove. Exactement. C'est un bénévole. Avec du coup Augustin qui nous aide à faire un gros travail pour faire upgrade cette émission. Ça nous paraît important quand même On de mettra une le photo de signaler. notre point de vue sur Insta pour qu'ils aient un peu tous te laisse prendre la taf. photo maintenant. Ouais, vas-y, allez. Voilà, en live. On est en retard, c'est pas Bon, grave. C'est pas allez. grave. Bon, sur ce, les amis, on vous Passez fait de une bonne gros journée. bisous. Salut. Ciao, ciao, des Au revoir. bisous. Au revoir.